et on aborde le dernier chapitre, où on vous écoutera tout à l'heure. Et d'abord, Philippe Breil, sur la sensibilisation des chirurgiens à l'éventualité d'une mise en cause. À droite ou à gauche ? À droite. Bien. Est-il nécessaire de sensibiliser les chirurgiens en 2014 à l'éventualité d'une mise en cause ? Ma modeste expérience... Ah, c'est pas dans l'ordre du tout, ça. Avec la flèche, alors. On a vu le bug tout à l'heure. Attendez. C'est bon. Je vous laisse faire avec la flèche. Voilà, c'est ça. Bon. La petite flèche tout là. C'est pas dans l'ordre non plus. Bon. Bien, ma modeste expérience de l'expertise, une dizaine d'années, me fait penser que c'est un point essentiel. Mais encore faut-il savoir ce qu'est la sensibilisation. Le dictionnaire dit que c'est une action qui vise à déclencher une réaction vis-à-vis d'un stimulus. Ce qui est plus intéressant, ce sont les synonymes de la sensibilisation. Il peut s'agir d'une initiation, d'un intéressement, d'un apprentissage, d'une participation et surtout d'une intolérance. J'espère que la réaction qu'auront nos collègues sera plus près de la participation que de l'intolérance. Pour débattre de cette sensibilisation, mon propos se subdivisera en deux parties. D'une part, en amont de la mise en cause. Le chirurgien doit accepter que nous ne sommes plus du temps de Guy de Chauliac. Il doit accepter de se remettre en question en permanence. Il doit donc faire preuve d'une action psychologique et être conscient qu'il exerce une spécialité à risque. Risque pour le patient, mais également risque pour lui-même. Le chirurgien n'est pas intouchable. Il doit accepter que ses actions soient remises en cause par les patients et être conscient que toutes ses actions, tous ses écrits, tout son comportement peuvent avoir une incidence médico-légale. Il doit savoir que tout patient est un plaignant en puissance et qu'il n'y a pas de responsabilité sans contre-pouvoir. Sur le plan personnel, cette action psychologique devra l'attacher à attacher une grande importance à son cursus individuel et savoir faire état des principales étapes de sa formation, mais également des efforts qu'il déploie pour faire évaluer sa compétence. Action d'accréditation, on en a parlé un peu plus tôt dans l'après-midi, évaluation des pratiques professionnelles, développement professionnel continu et maintenant travail en équipe. Dans son exercice, il devra, dans la mesure du possible, respecter les recommandations des sociétés savantes et des agences scientifiques de l'État pour poser ses indications opératoires et savoir argumenter ses décisions en cas de survenue d'un événement imprévu ou d'une complication. Il devrait connaître également précisément la morbidité et le taux de mortalité de son exercice. Le chirurgien doit en outre être conscient du fait que tout cela n'est rien si le dossier médical du patient n'est pas scrupuleusement tenu, si les éléments concernant l'information et le consentement du patient ainsi que toutes les décisions et prescriptions ne font pas l'objet d'une traçabilité parfaite. Le chirurgien doit savoir qu'il ne doit agir que dans son domaine de compétence, savoir faire appel à un autre spécialiste, en particulier lorsqu'une situation imprévue se présente. Le chirurgien doit se considérer comme le membre le plus influent de l'équipe médico-chirurgicale. Certes, il n'est plus considéré comme le chef d'équipe, mais il est le médecin référent. Il est impératif cependant qu'il anime son équipe avec une communication sans faille et qu'il définisse en particulier avec les anesthésistes les domaines d'intervention de chacun qui devraient apparaître dans une charte validée par la commission médicale d'établissement. Tous ces éléments constituent un prérequis à l'exercice d'une chirurgie de qualité. Mais même si le chirurgien est parfait et les respecte tous, la complication peut arriver. Lorsque celle-ci survient, le chirurgien doit être maître en matière de gestion de crise. Il doit humaniser la relation avec la famille, savoir expliquer et répéter comme il l'avait fait en consultation, que toute intervention est assortie d'un pourcentage de complications. Il ne doit en aucun cas disparaître
et se retrancher derrière la compétence des anesthésistes et des réanimateurs qui ont le patient au quotidien en charge. Il doit au contraire montrer que toute l'équipe est solidaire et qu'elle va faire le maximum pour pallier les conséquences entraînées par l'événement indésirable. Enfin, et ceci, nous sommes peut-être en avance en l'énonçant, il doit évaluer sa santé physique et psychique à l'heure où l'on sait qu'une très grande partie de nos collègues sont en burn-out. Le chirurgien doit savoir qu'il est un sportif de haut niveau et qu'il ne doit intervenir que s'il est en pleine possession de ses moyens. Ce chirurgien parfait va pourtant recevoir des assignations. En cas d'assignation, je ne vois plus beaucoup de chirurgiens dans la salle, mais je pense que les moyens modernes tels qu'Internet retransmettront ces conseils à tous nos collègues. En cas d'assignation, ne pas se laisser impressionner. Le chirurgien doit savoir que l'assignation a été rédigée par un avocat. Il doit savoir que les patients cherchent à savoir ou à être indemnisés, mais il doit se retrancher derrière ses actions. Il doit au plus vite rassembler le dossier et, bien sûr, prévenir son assureur. Ce dossier, il doit le connaître parfaitement, dans toutes ses composantes. Ses notes personnelles, son dossier à lui, le dossier d'hospitalisation, le dossier de soins, les éléments d'imagerie, les comptes rendus opératoires, de réanimation, d'hospitalisation et les éléments administratifs. Il est essentiel qu'à partir de ce dossier, il prépare une synthèse, car il doit construire un dossier médico-légal avec l'aide du médecin conseil de l'assurance, de façon à démontrer que tout a été fait dans les règles, que l'information a été délivrée, que son contenu était de qualité, qu'elle a été tracée. Il doit également faire preuve du fait que la surveillance post-opératoire a été sans reproche et que les décisions ont été diligentes. Il doit également apporter des renseignements bibliographiques. Lors de la réunion d'expertise, le dossier ayant été préparé avec le médecin conseil, le chirurgien doit savoir que cette réunion n'est ni une conciliation, ni un staff, ni un tribunal. Dans ce contexte, le chirurgien doit savoir... Allez-y. Dans la réunion d'expertise, dans ce contexte, le chirurgien doit savoir montrer de l'empathie vis-à-vis de la victime et de la famille. Il doit surtout rester sobre et factuel, notamment en ce qui concerne l'information, les documents d'information et l'indication opératoire. Le chirurgien ne doit pas entamer de dialogue avec la partie adverse, mais ne répondre qu'à l'expert de façon sincère, concise et professionnelle. Le chirurgien doit montrer que tout a été fait dans les règles. Il ne doit en aucun cas s'aventurer sur le terrain des responsabilités. Il doit enfin connaître la notion de contradictoire et savoir qu'un manquement ne prête pas forcément à conséquence si le dommage dont se plaint le patient ne lui est pas imputable. La réception du pré-rapport, à laquelle la réponse n'est pas obligatoire, le chirurgien doit le lire attentivement et dans tous ses détails. La réponse à y apporter doivent être établies avec le médecin conseil et se limiter de préférence aux aspects techniques en évitant de se substituer à l'expert. Chers collègues, j'espère que toutes ces recommandations vous seront utiles, mais je n'aurai qu'une conclusion. Si vous voulez améliorer votre exercice, devenez expert judiciaire.